tombe sur Orléans. Dans le quartier des bars et des restaurants, c'est l'effervescence. Les terrasses de la rue de Bourgogne sont pleines, l'ambiance est à la fête, mais c'est aussi le principal point de rendez-vous de bandes d'individus bien connus des services de police. Là, on va aller faire une pédestre sur la rue de Bourgogne. Pierre est le chef de l'unité cynophile de la police municipale d'Orléans. On a des petites problématiques avec des groupes d'antillais qui consomment pas mal d'alcool et qui créent des nuisances. Donc on va aller voir s'il y a du monde là-bas. Malgré le froid extérieur, Pierre sait que la température peut très vite grimper avec cette bande qu'il connaît bien et qui est généralement très alcoolisée. Pour plus de sécurité, ils attendent des renforts. La patrouille commence et après quelques mètres, ils tombent sur les individus en question. Là, ils nous ont pas vus. Hop là, l'autre il se barre. Pierre rattrape immédiatement l'individu. Bonsoir monsieur, vous mettez un masque s'il vous plaît. Il inspecte ensuite les lieux à la recherche d'éventuels produits stupéfiants. Les policiers suspectent ce groupe d'individus de s'adonner à la consommation et au commerce de cannabis. Non. Mais ils ne trouvent rien. Tous les week-ends, ils sont là au même endroit. C'est souvent les mêmes individus qu'on voit. On les connaît très bien et ils nous connaissent très bien aussi. Donc, le problème, effectivement, c'est la consommation d'alcool sur la voie publique. C'est le fait qu'ils se regroupent, ils créent des nuisances pour les gens. Et puis, il y a quelques temps, il y avait des soucis avec la jante féminine. Après, monsieur... Vas-y, monsieur, vous pouvez y aller. Pour venir à bout de ce genre de regroupement gênant, la ville d'Orléans a voté un arrêté anti-bivouac. Un arrêté qui interdit à des groupes de stagner sur la voie publique et permet aux policiers de les contrôler. Une arme essentielle pour Pierre et ses collègues. Tiens, monsieur, vous mettez vos déchets à la poubelle. Mais moi, c'est pas moi qui a pris ça. Ah, monsieur, mettez ça à la poubelle, on va gagner du temps. Regardez, c'est qui? Ah, mais mettez votre masque déjà, monsieur. Prenez ça, vous mettez à la poubelle et on n'en parle plus. Allez. L'histoire pourrait en rester là, mais certains jouent les fortes têtes. Vas-y, allez-y. Mais là, ça descend, hein. Cet homme, avec sa canne et sa trottinette, veut forcer le passage à l'un des policiers. Je suis handicapé. Oui, alors. C'est pas si je bouge là, Les deux hommes se jaugent, la tension monte. Immédiatement, les amis de l'individu à la trottinette reviennent au contact. En quelques secondes, la situation dégénère. Insultés, menacés, les policiers de la brigade cynophile ne reculent pas d'un pouce et repoussent peu à peu ces individus que l'uniforme ne semble vraiment pas impressionner. L'homme à la trottinette finit par s'en aller, mais avec un ultime geste de défiance envers les policiers. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Le groupe tarde à se disperser et les provocations continuent. Allez, vous circulez. Allez-y, monsieur. Bonne soirée. Eh, partez. Toi, tu vas te détendre, d'accord? Casse-toi. Partez. Quoi? Les menaces pleuvent. Vous circulez, c'est tout! Vous circulez! Mais finalement, les policiers obtiennent gain de cause. Le groupe quitte les lieux. Comme ils sont tout le temps là, à chaque fois c'est ça, ils sèment la pagaille, ça provoque les gens, tout le temps c'est tout le temps les soucis, donc voilà, donc ils quittent les lieux, on ne veut pas qu'ils restent là. Donc voilà. C'est bien. Pierre et ses collègues savent qu'ils auront à nouveau affaire à ce groupe. Alors, pas question de leur céder un pouce de terrain. On reste sur place pour tenir un petit peu le terrain. Ils sont repassés devant nous. Ils ont vu qu'on était là, donc ils ont été un petit peu plus loin.
Après, on va continuer notre petite pédestre, puis par rapport à notre tour, on va retomber sur eux quelques rues plus loin. Et ça risque peut-être de mal se passer une nouvelle fois. La patrouille reprend dans les rues d'Orléans, mais ce soir, aucun incident majeur ne sera à déplorer. Agression, cambriolage, bagarre, accident. En France, d'après une étude de 2019, les violences aux personnes connaîtraient un pic important entre minuit et 2 h du matin. Ta tête, tu dis ta mère, fils de pute. Voilà, la vie de ma mère. En cause notamment la consommation d'alcool, le trafic de drogue, mais aussi l'obscurité qui génère une sensation d'anonymat et d'impunité chez certains. C'est pas la première fois qu'on essaye de nous cambrioler. À Orléans, plusieurs bandes perturbent les nuits du centre-ville. Ils font partie des groupes d'antillais qui sont souvent rue de Bourgogne dans le secteur. Violents et particulièrement dangereux, ces jeunes n'hésitent pas à s'en prendre à leurs victimes avec des armes blanches. Face à eux, Fanny, 36 ans, cette policière au caractère bien trempé, va affronter une situation extrêmement tendue. Il y a une personne, enfin 2 personnes qui a mis un coup de couteau à un monsieur et il vient de se barrer. À Paris, les hommes de la BAC Nord maintiennent une surveillance constante dans les endroits festifs de la capitale. Parmi eux, Mickaël, 36 ans. Ça donne pas mal de bouteilles déjà. Il y a un groupe de 10 qui fout des claques dans la gueule à tout le monde. Par terre. Pardon. Chaque nuit, il intervient sur des conflits très violents. T'as battu? Il m'a battu, lui. Qui ça? Lui, là-bas, là, dans la rue. À la place de la fontaine. Ok, bouge pas. Il m'a défoncé. Bienvenue chez les Nuitards, ces hommes et femmes qui chaque jour se démènent pour que nos nuits restent calmes. Vendredi, 22 h sur les berges de la Seine à Paris. L'ambiance est à la fête pour les jeunes et les touristes. Mickaël, lui, fait partie de la BAC. Il ne travaille que la nuit. C'est le début de sa patrouille. Au fil des heures, il sait que les esprits peuvent vite s'échauffer et que les fins de soirée sont agitées. Et 23h30. Ça donne pas mal de bouteilles déjà. C'est alors qu'un message radio tombe. Il y a un groupe de 10 qui fout des claques dans la gueule à tout le monde. Plusieurs jeunes sèment la panique sur les quais. En fait, apparemment, il y a les collègues de la BAC Alpha là, qui ont marqué un groupe d'une dizaine d'individus importunant les autres en fait, qui sont posés apparemment sur le square du Vert-Galant, c'est au niveau du Pont-Neuf. Donc on va voir ce que ça donne. Sur place, c'est ce jeune couple qui se plaint d'avoir été agressé par une bande. En balade sur les quais, ils ne s'attendaient pas à ce que leur soirée se termine de cette façon. Pour quelle raison? Ils vous sont frappés gratuitement? Pour rien du tout, oui, non, non, pour rien du tout. Ils vous ont rien dit? Oui, il y en a un qui a commencé à partir avec mon sac. Moi, j'étais mise par terre et on m'a mis une baffe sans raison. Les policiers de la BAC lancent les recherches pour retrouver le groupe. C'est alors que du haut des quais, ils aperçoivent plusieurs jeunes hommes. Ils semblent importuner 2 filles. Mickaël et ses collègues n'interviennent pas pour le moment, pour ne pas les faire fuir. Par contre, faudrait prendre par là, nous on va prendre par ici, à pied. Ils veulent les contrôler par surprise. Allez les gars, vas-y, continue, monte. T'as la police, voilà. Contrôle d'identité. Contrôle. Posez votre bouteille. Posez votre cigarette les gars là. Vous savez très bien ce qui se passe là. Il y a eu un problème avec d'autres personnes là. Non mais moi je sais pas. Absolument. Vous nous contrôlez comme si on était des délinquants mon frère alors qu'on est posé en bas. Vous êtes posé, vous êtes sûr les gars? On est sûr, wesh. Posé. C'est comment pour vous? C'est quoi la définition du mot posé pour vous là? Franchement, sans vous mentir, on est posé avec des poteaux là-bas. On est avec des fumeux. Où là, il n'y a rien de spécial, ma gueule. Franchement, on est juste posé, on est en train de parler avec des fumeux. Les policiers conduisent les jeunes hommes auprès du couple pour savoir si c'est bien eux qui les ont agressés. Celui avec le bob surtout. Moi, le Rasta et le noir aussi.
Lequel? Bob? Le blague avec le Bob, ouais. Et celui des cheveux blonds, non? C'est les cheveux blonds, non. Est-ce qu'il a porté des coups sur un de vous deux? Non. Lui, il reconnaît Non, le Rasta qui l'a tapé. Le couple reconnaît formellement l'un des jeunes hommes. Il est aussitôt arrêté par les policiers pour être placé en garde à vue. Il n'a pourtant pas l'air inquiet et est à la limite de l'insolence. Hein? Laisse-moi finir ma clope, pour moi, c'est le cul, wesh. Jette ta cigarette. Le jeune homme change alors de registre et clame soudain son innocence. Mais cela ne change rien, les policiers le conduisent quand même au commissariat. Il y a une victime qui te désigne, donc je suis obligé de t'emmener. Mais moi, vous m'avez dit, ouais, comme quoi, ouais, à la base, c'était un contrôle. Après, vous me dites, ouais, comme quoi. On te contrôle parce que tu corresponds à un signalement donné. On te contrôle. Lors de ce contrôle, la victime te reconnaît et te désigne, donc on t'interpelle. Franchement, monsieur, je vous dis la vérité. J'ai même pas agressé le groupe, je suis venu il y a 5 minutes. Vous là, il y a 5 minutes, je suis venu. J'ai dit quoi? J'ai dit à mon refrain, ouais, t'es sûr, il n'y a pas les keufs parce qu'ils vont me contrôler pour rien, ma gueule. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, t'inquiète, il n'y a pas les keufs, il n'y a pas les keufs. Regarde, je me fais contrôler, je me fais embarquer pour rien, ouais. Mais ils t'ont reconnu quand même. Hein. Mais ils m'ont reconnu, mais moi, je sais même pas c'est quoi l'histoire, mon frère. À son arrivée au commissariat, le jeune homme persiste. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai rien fait du tout, ouais. Il finit par donner une version que les policiers vont avoir du mal à croire. Je suis venu, il y avait mes potes et 2 fameux. Vous devez les baiser ce soir. Non, sans vous mentir, vous devez les baiser ce soir. Le jeune homme fait référence aux 2 filles sur les berges avant que les policiers ne les contrôlent. Contrairement à ce qu'il prétend, l'échange était loin de ressembler à un rendez-vous. Les policiers apprendront que le jeune homme venait de sortir de prison. Il était connu des services pour troubles graves sur la voie publique. En tant que récidiviste, il risque 3 ans de prison. Un peu plus tard dans la nuit, Mickaël et ses collègues n'attendront pas longtemps avant d'être appelés sur une nouvelle agression. Ça court derrière là-bas là. Un de 2 qui court derrière, vas-y. 3. Une altercation violente aurait commencé sur les berges. Les jeunes impliqués sont en fuite près de la place Saint-Michel. Un des jeunes correspondant au signalement a été repéré par les policiers. Par terre, par terre, par terre, par terre. Pardon. T'es mort l'air, mort l'air, mort l'air. Ils m'ont battu. T'ont battu? Il m'a battu, lui. Qui ça? Lui, là-bas, là, dans la rue. À la place de la Fontaine. Ok, bouge pas, bouge pas. Il m'a défoncé. Le jeune homme est en sang, il se plaint d'avoir reçu un coup violent. Il ressemble à quoi? Il y avait un mec, on est passés tous les deux. Il y a un mec qui nous dit qu'est-ce que vous voulez? On parlait tous les deux. Il nous a mis un coup de boule. Regardez. Putain, mais c'est quoi ça? Tu veux les pompiers ou pas? Ça veut dire quoi? Regarde, moi je pisse du sang de partout. Est-ce que c'est vrai ce que tu veux que les pompiers viennent? Non, mais je sais pas s'il est cassé. Si vous me dites qu'il est pas cassé. Ouais, regarde. Vas-y, bouge pas. Il est où? Regardez. Je m'en fous des touche pas à ton nez. Le jeune homme, sous l'emprise de l'alcool, aurait été victime de violences gratuites. Mickaël veut maintenant retrouver qui est l'auteur des coups. Il ressemble à quoi? Il a les cheveux courts. Il a les cheveux courts. Et il nous a défoncé là, dans la rue, là. Torse nu, il était le mec, c'est ça? Torse nu. Exactement. Ouais, on va essayer de retourner là-bas, ouais. Ok. T'arriveras à te lever? Oui, j'arrive à me lever. C'est bon, il y a que. Les policiers veulent que le jeune homme les accompagne pour désigner son agresseur. Regarde, si on retrouve le mec, tu déposes plainte ou pas? Ah ouais. Bien sûr que je dépose plainte. Sauf que c'est lui là-bas. Bien sûr que je dépose plainte. C'est lui là-bas. C'est lui. C'est lui. À l'autre bout de la rue, l'agresseur. Pour ne pas envenimer la situation, Mickaël exige que le jeune homme blessé se tienne à l'écart. Ouais, bah justement, c'est pour ça que tu restes là pour l'instant. Les policiers cherchent à obtenir la version du 2e homme impliqué dans l'affaire. Je vous explique l'histoire. Je crois que c'est deux monsieur qui m'insultent par rapport à mon pull. C'est un témoin avec son téléphone. Par rapport à mon témoin, je leur demande quel est le problème par rapport à mon pull. Comment ça m'insulter? C'est le ouvert, C'est lequel qui vous a frappé? Les policiers apprennent que le jeune homme blessé n'est pas forcément la victime. Lui aussi a porté des coups, à l'origine de la dispute, de simples moqueries à cause d'un pull, pourtant banal à première vue. Le ton monte et les policiers ne vont pas apprécier.
Sauf que c'est lui qui a déclenché le coup de boule. Nous, on n'a rien. C'est lui qui a déclenché, mais on était dans la rue. Ça fait 10 fois que tu me le dis, j'ai compris. Alors, monsieur, je vais vous donner quand même un conseil. Vous allez arrêter de nous hurler dessus. Non, Non, vous allez arrêter de nous crier dessus comme ça. Parce que Ça va pas aller. Je me suis juste fait casser le nez. Ouais, je comprends, donc on va faire ce qu'il faut pour que ça soit rétabli, mais vous arrêtez de nous parler comme ça, d'accord? Très bien. Les 3 individus là, ils sont alcoolisés, donc C'est lui qui m'a eu le premier coup de boule. c'est parti sur rien en plus, apparemment, juste une moquerie. Et l'alcool aidant, c'est parti en bagarre. Les policiers de la BAC décident de conduire les 2 jeunes hommes au commissariat, mais chacun dans une voiture différente. Les 2 jeunes hommes seront entendus le lendemain par un officier de police judiciaire. En attendant, ils passeront la nuit en cellule de dégrisement. Tout le monde est blessé et tout ça a fini en violence réciproque. Et lors de l'audition, ils diront ce qui s'est passé exactement. Voilà. Aux abords de la Seine, 70% des interventions de la BAC de nuit concernent des bagarres liées à la consommation d'alcool. Ces nuits parisiennes agitées entraînent aussi d'autres nuisances. L'été, avec les fenêtres ouvertes et l'augmentation du nombre de soirées, les riverains se plaignent de tapage nocturne. La principale source de ce problème, les péniches qui se transforment en boîtes de nuit à ciel ouvert. C'est la brigade fluviale qui est chargée de faire respecter la réglementation établie par la préfecture de police de Paris. Eric et ses collègues partent pour leur ronde habituelle. Les péniches ne doivent pas dépasser le seuil légal de 90 décibels, l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Après 3 années d'expérience, l'oreille d'Eric est habituée à ce genre d'exercice. Aux abords d'une péniche réputée pour ses soirées, Ah là on est proche, on n'entend pas, hein. On n'entend rien, hein. Les policiers ne détectent aucun bruit suspect. Il y a des normes à respecter, hein. Et derrière il y a tout ce qui est commission de sécurité qui passe et puis ils vérifient tout, hein. Et c'est la condition sine qua non, hein, de respecter certaines normes pour pouvoir avoir l'autorisation d'ouverture. Sinon, je peux te déposer là en face, là t'as le... Mais d'autres péniches, elles, n'ont pas l'air de se soucier du règlement concernant les nuisances sonores. Là, ouais, là c'est bruyant. Cette péniche diffuse de la musique à un niveau nettement au-dessus du seuil légal. Ouais, elle est là à l'échelle. Eric sait qu'avant la fin de la nuit, il sera appelé par les riverains pour tapage nocturne. Il décide de monter à bord de la péniche pour demander directement à diminuer le volume sonore. Merci. Vous êtes le responsable ici ou pas? Non, on est le DJ en fait. D'accord, ok. Alors je pense que vous êtes au courant des normes sonores que vous devez respecter. Et là vous les dépassez énormément. Vous ne devez pas dépasser un certain nombre de décibels. Soit vous êtes professionnel, vous le faites, sinon nous on vient, on verbalise. D'accord? Donc moi je vous connais puisque je viens de vous voir. L'avertissement là aujourd'hui il est gratuit. D'accord? La prochaine fois on viendra. On constatera, on verbalisera. D'accord? Les policiers de la brigade fluviale sont habilités à mettre une amende pour tapage nocturne. Elle peut s'élever à 180 €. Mais le DJ est conciliant. Alors, Eric se contente d'un avertissement. À l'extérieur, les policiers croisent le responsable de la péniche. Et le ton ne va pas du tout être le même. Vous avez toutes les cartes en main pour comprendre un peu comment ça se gère ici sur le quai? Je sais pas. Soit je suis idiot et je comprendrai pas, soit je connais quoi. Je sais pas, vous me dites, est-ce que j'ai les cartes en main pour pouvoir comprendre? On est à 200 mètres de votre établissement, on entend la musique. Par conséquent, on vient. Vous avez des mesures? Non, j'ai pas besoin spécialement de prendre de mesures. À partir du moment où il y a des nuisances, c'est un peu subjectif. C'est vrai? Bah écoutez, alors, vous savez, je pense qu'on va... La prochaine fois, je viendrai avec un appareil. Absolument. D'accord? Et je verbaliserai. D'accord? Ok. On y va. On a discuté. On y va les gars. Même sans appareil de mesure des décibels, les policiers de la brigade fluviale sont en droit de mettre une amende dès lors qu'ils constatent le délit. Face à tant d'arrogance, Eric n'hésitera pas à revenir avec son carnet de verbalisation. Comme on nous prend pour des idiots, voilà, alors qu'on est gentils, hein. Eh bien, on a eu un côté pédagogique. Eh bien, la prochaine fois, il connaîtra notre côté répressif.
Ces péniches sont devenus des lieux très prisés des clubbeurs. Alors, pour conserver leur clientèle, certains responsables ferment les yeux sur des problèmes beaucoup plus graves. Samedi soir, il est minuit, une file d'attente se forme à l'extérieur des péniches, très fréquentées par les jeunes de la capitale. Ce serait aussi un haut lieu de distribution de drogue. Un jeune homme nous aborde. Au fil de la conversation, il avoue être clairement un dealer. Moi, l'habitude, je venais tout le temps c'est pour vendre ici. Et aujourd'hui, j'ai rien, mais ici, je vais se faire des secondes. C'est vrai? La fête, c'est fini pour ça. Il y a tellement de mecs qui vendent, il y a tellement de mecs qui vont t'aborder, puis il y a même des mecs qui vont nous vendre des par là. La drogue la plus répandue, c'est la MDMA, très populaire dans le milieu festif. Hautement addictive et très dangereuse, elle est recherchée pour ses effets euphorisants et son prix moins cher que la cocaïne. 10 euros le par. Un para, ça fait combien de... La 1 gramme, t'en fais 10. En clair, genre, il te le vend pendant au moins 1h30, genre. Au moins, normalement. Tu sais que la dernière fois, j'étais venu avec 10 grammes de MD, donc c'est 100 par 1. En 2 heures, je me suis fait dépouiller, tu vois. Tu te fais combien au final sur comme ça? 10 paras par gramme, ça fait 100 euros, tu vois. Il n'y a rien de plus rentable. Nous décidons d'entrer dans la péniche et prétextons être à la recherche de cette drogue. Rapidement, cette jeune femme nous confirme avoir acheté de la MDMA auprès d'un dealer il y a seulement quelques minutes. Le mec il est super vif en fait. Il est impressionnant. Il me dit j'en ai plus, attends j'arrive. Ça là il est là. C'est alors que la jeune femme nous fait une proposition. Ouais, un sale. Je te vends celui-là et j'essaye de trouver le mec. La transaction se fait discrètement. En moins d'une demi-heure, nous ressortons de la péniche avec de la MDMA. Cette drogue, très associée aux soirées parisiennes, provoque pourtant des troubles psychologiques importants, des hépatites ainsi que de la fièvre pouvant conduire au décès. Nous détruisons le cachet de drogue. Des dealers infiltrés dans le milieu de la nuit, de la drogue très accessible, tout cela complique le travail des policiers aux abords des quais de Seine. Quelques semaines plus tard, une alerte nocturne est donnée à la caserne Masséna à Paris. Cette nuit-là, une maison prend feu, il faut faire vite. Direction le moulin. Le lieutenant Édouard est l'officier de garde. Première à gauche. Ok, on est passé par là, c'est ça. Un incendie vient de se déclarer dans une maison à Ivry, à quelques kilomètres au sud de Paris. Il y a urgence, des victimes pourraient être prisonnières des flammes. Donc a priori, ce serait un feu de pavillon. Voilà, donc on va bien voir sur place. En France, 300 000 feux domestiques se déclarent chaque année, avec un pic pendant la période des fêtes, souvent à cause des guirlandes électriques. Cette nuit, les pompiers ne le savent pas encore, mais ce n'est pas le cas. Sur place, ils découvrent d'importantes flammes qui ravagent ce vieux bâtiment. Juste à côté, les voisins s'inquiètent. Normalement, non. En effet, le feu risque de se propager très vite dans cette ville de banlieue. Les maisons sont collées les unes aux autres. Une fois sur place, le lieutenant Édouard doit faire face à un problème inattendu. Ce pavillon qui semblait inoccupé est en fait squatté. D'urgence, il faut évacuer ses occupants. À la fois, on est concentré sur l'extinction du sinistre, donc la protection du matériel, mais en même temps, on prend en compte effectivement les habitants, leur détresse, et on essaie de les mettre en relation avec les services compétents pour gérer leurs problèmes. Les pompiers craignent qu'il reste encore quelqu'un dans la maison, mais difficile de pénétrer dans un tel brasier. Du coup, la grande échelle est déployée et il faut envoyer des hommes à l'intérieur. La maison au bois brûle très vite, elle risque de s'effondrer sur les soldats du feu. La structure est plus fragile et c'est ça le risque principal auquel on est confronté.
La charpente est en feu. Alors, pour éviter l'effondrement, toutes les tuiles doivent être retirées. Là, la problématique qu'on a maintenant, ça va être de dégarnir la toiture. Donc à la fois pour retrouver un éventuel point chaud, mais aussi pour que nos personnels qui sont dans le bâtiment puissent intervenir en sécurité. Sur le toit, c'est le caporal Romain qui est désigné pour cette mission à haut risque. C'est assez dangereux quand même comme Après, je suis bien en sécurité. J'ai mes collègues qui sont là pour me retenir si jamais quoi que ce soit comme chute. Le caporal enfile son masque à oxygène, indispensable pour intervenir dans cette épaisse fumée au-dessus du foyer. L'air est irrespirable et la température flirte avec les 100 degrés. Romain n'a pas le droit à l'erreur, ses collègues sont juste en dessous. Il y a des mecs comme ci. C'est quoi? Ouais, il y a des mecs en soi. Heureusement, aucune victime à l'intérieur. Les sapeurs doivent évacuer tout ce qui est brûlé pour que le feu ne reparte pas de plus belle. Pour éteindre l'incendie, il aura fallu lutter pendant 5 heures, mobiliser une trentaine de pompiers et déverser 3000 litres d'eau. Le temps pour le lieutenant Édouard d'émettre une hypothèse sur l'origine du feu. Les habitants du pavillon ont expliqué que quelqu'un d'extérieur serait rentré à l'intérieur au premier étage et peu après le feu se serait déclaré. Donc effectivement, apparemment le feu c'est d'origine criminelle. Le gardien des lieux a-t-il voulu faire partir les squatteurs ou bien un des occupants a-t-il par erreur mis le feu? L'enquête de police devra déterminer l'origine de l'incendie. Chaque année, plus de 300 000 cas de départ de feu domestique sont recensés par le ministère de l'Intérieur, mais la véritable bête noire des pompiers, c'est l'incendie de parking. Et justement, quelques semaines plus tard, le soir tombe sur Lyon. Vers 2 h du matin, un appel inquiétant sonne le branle-bas de combat pour les pompiers de la caserne Rochat et de 2 autres casernes à proximité. Les pompiers, j'écoute. En fait, il y a un feu au niveau du parking souterrain de la place Bellecour. Est-ce que vous voyez des flammes? Ouais. Sur la presqu'île, au cœur de la ville, le parking de la place Bellecour est en feu. Il pourrait atteindre les immeubles alentours, il faut faire vite. Le BAT, vous équipez, feu de parking à Bellecour. Pour le moment, les pompiers ignorent l'origine de cet incendie et s'il est criminel ou accidentel. À leur arrivée, une fumée épaisse se dégage du parking. C'est le lieutenant Michel, avec le casque rouge, qui prend en main l'opération. Le binôme 2, vous me barrez les fluides. Ok. Binôme 1 avec moi. Il y a toujours un risque sur les feux de parking de stationnement couvert, notamment sur la nature des véhicules qu'on peut rencontrer, type véhicule au GPL. Michel et ses hommes redoutent que ces voitures fonctionnant au gaz n'explosent sous l'effet de la chaleur. Il y a quelques années, l'explosion d'une voiture de ce genre avait grièvement blessé l'un des leurs. Masque, bouteille d'oxygène, ils prennent toutes les précautions avant de descendre. Côté saccade, est-ce que tu peux envoyer un de tes binômes et toi également faire une reconnaissance? Plusieurs voitures sont déjà totalement carbonisées. Bien reçu, je vais faire un point avec toi. Une des équipes de Michel remonte à l'air libre pour faire le point. Là, t'as 34 voitures à l'entrée, plus les motos. En fait, c'est plus de 17 véhicules qui brûlent en même temps aux 4 coins du parking. Voilà le problème, ces voitures sont dispersées et elles dégagent des fumées toxiques. PT3, parlez. Est-ce que tu peux augmenter la pression? Binôme 2 pour chef d'agrès, PT. À la division alimentée, terminé. Les dégâts sont importants. Le feu est maîtrisé, mais les pompiers craignent une reprise. Alors,
Michel s'assure maintenant avec une caméra thermique que le feu ne couvre plus quelque part. On peut voir que la caméra, donc déjà, la température s'est bien abaissée. Et là, moi, je descends pour m'assurer également qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur. Ils vont remettre un coup pendant 5 minutes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On voit que ça a quand même bien chauffé, hein, parce on voit que le béton, là, il s'est un peu désagrégé. À la surface, les pompiers restent sur leur garde, car ils savent que même si les flammes sont éteintes, tout risque n'est pas écarté. L'autre danger, ce sont les fumées et les gaz chauds. Les fumées sont extrêmement toxiques et les suies sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça que vous avez des engins qui poussent de l'air pour refroidir et dégager les fumées et gaz chauds. Et au bout d'une demi-heure, après avoir bien ventilé le parking, les secouristes font leur dernière vérification. Donc là, on voit qu'on est à 0 ppm. Donc, par contre, c'est un indicateur comme quoi l'air est sain et qu'on peut re-engager du public à l'intérieur, engager du personnel sans protection respiratoire particulière. 6 jours plus tard, les pompiers apprendront qu'un pyromane a été identifié et arrêté grâce aux caméras de surveillance. Un récidiviste placé en détention provisoire qui ne donne pas d'explication à son geste. Les pompiers de Lyon sont intervenus sur plus de 6800 feux intramuros comme celui-ci l'année dernière. Dans notre métier, je dirais que la dangerosité elle est permanente, hein, elle est partout et tout le temps. Car la nuit est source de bien d'autres problèmes pour les hommes du feu comme pour les forces de l'ordre. Retour à Orléans. Il est presque 21h et Fanny, 35 ans, arrive au poste de police pour prendre sa garde. Depuis 17 ans, elle travaille à la police municipale d'Orléans, où elle a choisi de travailler de nuit. Un choix assumé qui n'est pas sans conséquence pour cette mère de 2 enfants. C'est un petit peu compliqué, effectivement, parce que moi, je travaille de nuit, lui travaille de journée, donc on ne se voit pas beaucoup. Par contre, les jours où on est ensemble, on est beaucoup plus fusionnel, je dirais, que d'autres personnes. On est ensemble, on en profite, on profite de nos moments avec les enfants. Voilà, on est très soudés. C'est un choix de vie, un choix de travail. Pour rien au monde, je retournerai en journée. Hello. À la brigade de nuit, Fanny est la seule femme. S'il lui a fallu faire ses preuves comme tout policier, la brigadière au caractère bien trempé est aujourd'hui reconnue pour ses compétences professionnelles. Voilà. Une collègue comme un autre. Donc il n'y a pas de différence notoire en fait sur le fait d'être en patrouille avec une femme ou un homme en fait. Et puis avec le temps, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes et puis finalement il n'y a pas de différence particulière. Fanny, elle s'en sort comment ? Plutôt bien. Ouais. C'est parti pour 8 heures de patrouille jusqu'au petit matin. Et cette nuit, les nerfs de Fanny et Michael vont être mis à rude épreuve. Il est presque 2 heures du matin quand ils sont appelés en urgence pour une agression en centre-ville. Les policiers municipaux sont les premiers sur place. Bonsoir. Je peux vous expliquer ? Il y a une personne, enfin 2 personnes qui a mis un coup de couteau à un monsieur et il vient de se barrer. Une personne aurait reçu un coup de couteau. La victime, c'est ce jeune homme de 29 ans appuyé contre la vitrine. Ça va ? C'est Michael qui le prend en charge. Ça va, monsieur, vous êtes sûr ? Il parle français, monsieur ? L'homme est en état de choc. Il ne répond pas aux questions, mais à première vue, la victime aurait reçu un coup de couteau au niveau de l'omoplate. Vous faites le moins de mouvement possible, d'accord ? Le bras, vous le bougez pas, d'accord ? Votre bras. Vous avez mal là, devant ? La respiration, ça dit quoi là ? Quand vous respirez, ça vous fait mal ? Si la blessure est profonde, un poumon pourrait être perforé. Pour le moment, l'homme semble tenir bon, mais Michael doit s'assurer que d'autres parties du corps n'ont pas été touchées. Vous n'avez pas d'autres blessures ? Que dans le dos ? Ok. Ne bougez pas, ok ? La victime montre des signes de faiblesse. À plusieurs reprises, elle manque de tomber.
Ça va ou pas? Vous voulez pas vous asseoir? Monsieur, asseyez-vous sinon. Vous pouvez pas bouger? Et les pompiers qui arrivent, hein. Alors que les secours se font attendre, Fanny tente de faire le tri parmi les témoignages afin de lancer les recherches rapidement. Madame, vous avez vu des trucs, vous, ou pas? Pour moi, j'ai vu un monsieur noir qui avait des dreads et il tenait un couteau à la main. D'accord. Et un monsieur blanc, en effet, qui était à côté. Vous savez comment il était habillé, le black? J'ai dit comment il était habillé. Il y en a un qui avait une veste jaune. Ouais. Le blanc et le monsieur, il avait une veste noire. Le black, il était en jaune? Ouais. Non, mais les deux, en fait, il y en avait un plus métis que l'autre. Mais celui qui était plus métis, il avait une queue de cheval avec des dreadlocks. Donc on aurait deux individus. Un individu type africain avec des dreadlocks. Le second individu type européen ou nord-africain avec une doudoune jaune. La description des deux agresseurs reste approximative. Heureusement, l'un des deux hommes est vêtu d'un vêtement facilement repérable. Alors c'est un petit peu confus, surtout pour le second individu, parce qu'on n'a pas on ne sait pas s'il est européen ou nord-africain, on n'est pas sûr. Par contre, on a la doudoune jaune qui revient à chaque fois, donc on devrait le trouver facilement avec les caméras. De son côté, déboussolée, la victime est de plus en plus agitée. Non mais vous n'êtes pas rentré chez vous là, vous êtes blessé dans le dos, les pompiers vont venir vous voir, monsieur, d'accord? Ils vont sûrement vous emmener à l'hôpital. Heureusement, les pompiers arrivent. C'est un coup de couteau? Non. Vous voulez marcher un peu ou pas? Avec précaution, les pompiers prennent en charge le blessé. Doucement, doucement. Michael leur donne un coup de main et essaye de le soulager au maximum. Son état semble stable, mais par sécurité, une équipe du SAMU est appelée en renfort. Michael passe le relais. Il va pouvoir prêter enfin main forte à sa collègue Fanny, partie fouiller les environs. A priori, coup de couteau, donc si les mecs sont intelligents, ils se sont débarrassés du couteau. Donc dans un endroit quelconque, hein, on va regarder un peu partout. Maintenant, on espère le retrouver. Dans la panique, les agresseurs se débarrassent souvent de leurs armes à proximité de leurs méfaits. Buissons, poubelles, bouches d'égout, Fanny et Michael ne négligent aucune cachette potentielle. Les policiers municipaux sillonnent les rues alentours, avec l'espoir de retrouver l'arme. Mais après, bon, tout est possible, hein. De toute façon, on a un cheminement, mais on n'a pas exactement la route qu'ils ont faite. Et si les policiers municipaux ont peu d'espoir de retrouver le couteau, la bonne nouvelle va venir du centre de vidéosurveillance de la ville. C'est à quelle hauteur? Ils sont au Mac Evans? Ils sont au Mac, là. Ils sont au Mac avec une nana. Ils ont dû larguer le couteau plus loin. Ouais. Ils sont vus aux caméras, là, à hauteur du Mac Evans. Identifiés par les caméras rue de Bourgogne, la rue des Bars d'Orléans, les deux hommes sont aussitôt interpellés par une équipe de la BAC. Rapidement, des clichés des deux suspects arrivent. Ok. Vous l'avez reconnu sur les photos? C'est ça? Avec leurs vêtements reconnaissables, les agresseurs ont vite été appréhendés. Et surprise, Fanny les connaît bien. C'est qu'ils traînent avec les Antillais, c'est les Antillais. Ouais. On est d'accord, hein? C'est gentil. Ouais, c'est ça. Bah, ils font partie des groupes d'Antillais qui sont souvent rue de Bourgogne dans le secteur. On a affaire à eux très régulièrement. Quasiment tous les soirs, ils sont là, à zoner, à pas faire grand-chose. Maintenant, ce soir, a priori, ils se sont occupés. L'homme à la doudoune jaune est en effet bien connu des services de police. Nous l'avions même filmé quelques jours auparavant. C'est lui qui avait agressé verbalement Pierre, le policier de l'unité cynophile lors d'une patrouille rue de Bourgogne. Cet homme, c'est justement celui à la doudoune jaune, recherché ce soir par toutes les polices de la ville. Malgré l'agression avec son acolyte, ils sont retournés profiter de la soirée au même endroit que d'habitude, comme si de rien n'était. Je suis pas si étonnée que ça. C'est leur lieu de squat, ils sont limite chez eux. Donc non, ils sont partis se mélanger avec les copains en espérant que ça passe. Fin de mission pour Fanny et Michael. Les deux agresseurs d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue pour violence en réunion avec armes et état d'ivresse publique manifeste. Les investigations, elles, sont toujours en cours. La victime s'en est sortie sans trop de séquelles.
mais les examens ont révélé qu'un morceau de la lame du couteau était resté dans son épaule. Il a eu beaucoup de chance qu'aucun organe vital ne soit touché. Des soirées festives qui dérapent, c'est aussi le quotidien des sapeurs-pompiers de Lyon. De la place Bellecour aux rives du Rhône, le centre-ville s'anime. Et dans certains quartiers, ceux des restaurants, bars et discothèques, l'alcool coule à flot. Les secouristes de la caserne Rochat sont sur le qui-vive. Et justement, un appel de détresse vient de retentir. Une jeune fille inanimée gisant sur le trottoir après une fête plutôt alcoolisée. Pour Damien, 45 ans, ce genre d'intervention est toujours délicat. Dans un secteur de boîte de nuit, c'est des interventions assez courantes pour un samedi soir. Il craint un effet de binge drinking, ces jeunes qui boivent jusqu'à en perdre connaissance. Si ça relève du coma éthylique, effectivement, ça peut être quelque chose de dangereux parce qu'on perd des réflexes de sécurité. Et donc du coup, l'intervention devient effectivement urgente. À l'arrivée, les pompiers découvrent la jeune fille à terre. Elle a l'air mal en point, alors ils testent ses réactions. C'est quoi ton prénom? C'est en sortant de discothèque vers 2 h du matin que la jeune fille s'est effondrée. Elle est restée consciente, ce qui rassure plutôt Damien. Excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes avec elle? Oui. C'est bien? Ouais. Mais le pompier veut s'assurer qu'elle n'a pas pris d'autres substances. Non, elle n'a pas de stup, elle a juste bu de l'alcool. Depuis combien de temps? Quel type d'alcool? Depuis 21 h, vin blanc, vodka, bière à la limite. Ça va? Problème, la jeune fille ne tient pas debout et vomit sans arrêt. Tu veux la reporter ou Non. On s'assoit? Tu viens avec moi? Damien ne prend aucun risque. Il décide de transporter la jeune fille dans l'ambulance, puis aux urgences. Non, reste à droite, reste à droite. Non, je rigolais, je plaisante. C'était des bêtises. Pendant le trajet, elle ne doit absolument pas sombrer dans le coma. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Oh! Océane, 21 ans, pompier volontaire depuis 5 ans, doit la maintenir éveillée. Eh oh, je te parle. Allez, réveille-toi. Ouais, je sais que ça fait mal. C'est fait exprès. Regarde-moi. Si elle tombe dans le coma, elle pourrait s'étouffer en vomissant. C'est important qu'elle vous parle et pourquoi? Ouais, c'est pour être sûr qu'elle garde connaissance. Et puis pour pouvoir la surveiller un petit peu, le fait qu'elle nous réponde, c'est super important. Il faut aussi qu'elle comprenne, peut-être qu'elle recommencera plus à mon avis, qu'elle se méfiera les prochaines fois, mais après je peux pas non plus, je suis là pour l'aider, je peux pas non plus rester trop ferme avec elle, elle a aussi besoin d'aide, donc faut que je sois un minimum bienveillante quand même, c'est normal. Ça fait partie du métier, ça fait partie de nos missions, c'est ce qu'on doit faire. Allez, ouvre les yeux, voilà. Et Océane n'y va pas par 4 chemins. À l'arrivée aux urgences, Océane respire, la jeune fille est prise en charge. Elle y passera le reste de la nuit, le temps de dessouler. Si tout se termine bien pour elle, les pompiers de Rochat sont confrontés à des cas plus dramatiques de victimes alcoolisées. Bon, là, on part pour 2 jeunes personnes qui, a priori, ont été renversées par un véhicule sur une avenue de Lyon, une avenue assez roulante. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être assez grave, mais on n'en sait pas plus. Océane, Damien et Laurent ont juste le temps de remonter dans l'ambulance qu'ils sont appelés en urgence. Il est 5 h du matin. Ils ont été percutés en traversant la route et a priori le choc a été violent. Donc on va voir en arrivant sur place. Un homme ivre au volant de cette voiture noire a renversé 2 piétons. Un témoin est arrivé sur les lieux quelques secondes après le choc. On a simplement entendu le bruit, on a vu deux personnes au-dessus du pare-brise très simplement. Et on s'est précipité avec un copain à moi pour les mettre en position latérale de sécurité. Et on a appelé les secours le 18 en demandant la procédure qu'il fallait suivre et voilà. Vu la gravité de l'accident, une autre équipe de pompiers de Rochat est appelée en renfort. Ce que vous faites, croisez les bras sur vous.
Ils s'occupent en priorité de cette jeune fille de 21 ans. Vous avez mal à vos dents, non? Les dents, ça va? La victime est consciente, mais elle se plaint essentiellement des membres inférieurs. Pendant ce temps-là, Océane, Laurent et Damien s'occupent de l'autre blessé. Il a 22 ans, il juge son état très préoccupant. File lésionnel, s'il te plaît, Océane, sur monsieur. Ouais. Il est passé par-dessus le pare-brise avant d'être projeté sur le trottoir. C'est alors que sa tête a heurté de plein fouet le bitume. Jeune homme. Monsieur. Monsieur. Écoute, au niveau de la tête, je sais pas ce que c'est qui a éclaté. Monsieur. Dessous, ça s'est mis partout. Damien redoute le pire. Avec Laurent et Océane, ils administrent les premiers soins. J'ai déjà dégagé une jambe. Laisse comme ça, pour l'instant, on les garde au chaud. Le jeune homme est sérieusement blessé à la tête. Il décide d'appeler le SAMU. Monsieur inconscient, trauma de la face gauche. C'est a priori un trauma crânien, plus alcoolisation avec quelques fractures, donc on va l'intuber. Il faut juste tenir le bassin et les épaules. Le bassin, c'est bon. Allez. C'est bon. Il faut manipuler le blessé avec un maximum de précautions. Encore. Bon, allez, c'est bon, posez. C'est un jeune homme, c'est sûr que ça touche particulièrement parce que c'est une jeune personne. On espère forcément qu'il va s'en sortir, on fait tout pour qu'il s'en sorte. Malheureusement, il a son état qui est très très préoccupant. On verra ce que la suite va donner, mais pour l'instant, effectivement, c'est gravissime. C'est l'hémorragie à la tête du jeune homme qui inquiète Damien et toute l'équipe des secours. Le médecin du SAMU se dépêche d'aller voir l'autre victime restée à terre. Cette jeune fille consciente, ouais. On a trouvé uniquement un trauma cheville pour le moment. La jeune fille est transportée dans une autre ambulance. On y va? S'il vous plaît, on va au déchaud. Ouais. On peut rouler, c'est bon? Il faut maintenant faire vite. L'état du jeune homme blessé inquiète pompiers et médecins. On fait un hématome à l'intérieur du cerveau. Il y a plein de sang dans le cerveau. À l'arrivée à l'hôpital, le jeune homme est conduit immédiatement au scanner. C'est un trauma crânien grave avec un coma d'emblée, probablement un engagement au niveau du cerveau, donc c'est très préoccupant. Plus au moins une fracture complémentaire, mais c'est surtout son crâne qui fera le pronostic. Le jeune homme décédera des suites de ses blessures quelques heures plus tard. La jeune fille, elle, s'en sort avec une fracture du tibia. Le conducteur de la voiture qui les a renversés a été placé en garde à vue. Il a 19 ans. Son taux d'alcoolémie est de 0,25 g, soit 0,5 g au-dessus de la limite autorisée pour un jeune conducteur. Circonstance aggravante, il a été dépisté positif au cannabis. Il sera jugé prochainement pour homicide involontaire, blessure involontaire aggravée et détention de stupéfiants. Quelques semaines plus tard à Paris, la police moto vient d'être mobilisée sur une intervention particulièrement urgente. Benoît et Mathieu sont deux policiers expérimentés. Ils interviennent car deux pompiers ont été grièvement blessés dans un feu qu'ils tentaient d'éteindre. L'incendie s'est déclaré dans le logement d'une zone pavillonnaire de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Le pronostic vital des sapeurs est engagé. Les motards pour la DZ, l'AR Montfermeil est prêt à partir dans l'immédiat. Ok, d'accord. Une équipe avec toi, juste... Il va y avoir une évacuation sanitaire par les airs. Il y a besoin d'acheminer un véhicule SAMU jusqu'à un stade voisin. Et c'est l'hélicoptère qui va prendre en charge une des victimes déjà.
faire en sorte de limiter les dégâts. Il faut faire le plus vite possible. Là, c'est hyper urgent et hyper vital. À l'aide des téléphones, il faut déterminer en urgence un itinéraire. On vient à peine d'arriver là, donc on s'adapte. Comme on fait sur une circonscription qu'on ne maîtrise pas à 100% avec plein de rues à sens interdit. On a une ambulance de réanimation au cul, on va partir sur un stade pour héliporter le collègue. Le stade où l'hélicoptère les attend est situé à quelques kilomètres. Les policiers arrivent rapidement sur place, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Policiers et pompiers ont l'habitude de travailler ensemble. Benoît et Mathieu ont bien du mal à masquer leur émotion. Là, je ne vais pas faire trop de commentaires parce que a priori, il est vraiment bien touché, malheureusement. On va attendre des nouvelles en espérant que ce soit positif parce que là, on est un peu tous abattus. A priori, on a du mal à concevoir que on a 2 sapeurs-pompiers qui viennent éteindre un incendie et qui sont entre la vie et la mort, donc, et qui donnent aussi de leur vie. On est vraiment dégoûté, quoi. C'est dur là. Là, c'est dur pour les collègues. L'hélicoptère décolle sous le regard impuissant du policier. La première victime, une jeune femme pompier, succombera à ses blessures. Plongée dans le coma, la seconde victime décédera 1 mois plus tard. Les 2 sapeurs avaient 25 ans. Chaque année, en France, près d'une dizaine de sapeurs-pompiers décèdent dans l'exercice de leurs fonctions.